quelles sont les prémices de la démonstration, c'est-à-dire les prémices du raisonnement ou du syllogisme qui conduit à la connaissance, qui conduit à la science. Une démonstration, c'est un syllogisme, donc un syllogisme qui produit la science, donc un syllogisme scientifique. Or, nous avons vu que pour qu'un syllogisme soit scientifique, il faut que les prémices soient vraies, premières, cause de la conclusion et plus connues que cette conclusion. Nous pouvons prendre ici un exemple qui correspond tout à fait à l'idéal d'un syllogisme scientifique. Première prémisse, tout triangle a des angles dont la somme est égale à deux angles droits. Deuxième prémisse, le triangle rectangle est un triangle. Conclusion, le triangle rectangle a des angles dont la somme est égale à deux angles droits. Nous avons déjà procédé à une démonstration et une analyse de ce syllogisme dans la vidéo consacrée au syllogisme concluant. Si nous observons ce syllogisme, donc qui est une démonstration et un syllogisme scientifique, dans la mesure où nous voyons que la conclusion est une conclusion non seulement vraie, mais vraie de façon nécessaire, donc une conclusion qui ne peut pas être autrement. Le triangle rectangle a des angles dont la somme est égale à deux angles droits, c'est-à-dire à 180 degrés, et nous connaissons d'autre part la cause de cette propriété, cette cause finalement qui est donnée par les deux prémisses. Première prémisse, donc le fait que la somme des angles de tout triangle est égale à 180 degrés, à deux angles droits, et la deuxième prémisse, c'est bien le fait que le triangle rectangle est un triangle. Si nous observons d'autre part un peu plus ce syllogisme, nous voyons qu'il est composé de deux prémisses qui sont universelles. Tout triangle a des angles dont la somme est égale à deux angles droits, donc à des angles dont la somme est égale à deux angles droits, c'est un prédicat qui est de l'ordre de la quantité et qui s'applique à la totalité du sujet, à tout triangle. La deuxième prémisse, le triangle rectangle est un triangle que nous pourrions d'ailleurs reformuler en disant tout triangle rectangle est un triangle. Là aussi, c'est une prémisse dont le prédicat, être un triangle, s'applique à la totalité du sujet. Donc nous avons deux prémisses universelles et la conclusion elle-même est universelle. Le triangle rectangle a des angles dont la somme est égale à deux angles droits. Eh bien, nous pourrions le reformuler en tout triangle rectangle a des angles dont la somme est égale à deux angles droits. Il s'agit donc bien d'une proposition universelle. D'autre part, nous voyons que le moyen terme, c'est-à-dire ce terme qui se retrouve dans les deux prémisses mais qui ne se retrouve pas dans la conclusion, ce moyen terme, il s'agit de triangle, et triangle donc se trouve en première position dans la première prémisse, donc dans la majeure, et en deuxième position dans la deuxième prémisse, dans la mineure. Et donc ici, nous pouvons dire que nous sommes dans un syllogisme de la première figure, et comme toutes les propositions de ce syllogisme
sont des propositions universelles, ce sont des propositions en A, et donc effectivement, nous sommes dans un syllogisme de type Barbara. Tout M est P, tout S est M, donc tout S est P. Et donc, pour Aristote, les syllogismes scientifiques par excellence est un syllogisme en Barbara, un syllogisme de la première figure, et en particulier un syllogisme en Barbara. Un syllogisme dont toutes les propositions sont des propositions universelles. La conséquence de cette analyse est qu'il n'y a de science que de l'universel. S'il n'y a de science que de l'universel, nous arrivons à une autre conséquence, eh bien, le fait que la sensation est par elle-même insuffisante pour connaître. Je cite ici Aristote. Il n'est pas possible non plus d'acquérir par la sensation une connaissance scientifique. En effet, même si la sensation a pour objet une chose de telle qualité, et non seulement une chose individuelle, on doit du moins nécessairement percevoir telle chose déterminée, dans un lieu et à un moment déterminé, mais l'universel, ce qui s'applique à tous les cas, est impossible à percevoir. Donc, si nous simplifions, Aristote veut dire que la sensation est nécessairement, en tant que telle, sensation de l'individuel, alors que la science, la démonstration, va porter sur l'universel. Donc, la sensation ne me permet pas, en tant que telle, de connaître l'universel. Par exemple, je peux avoir la sensation de tel ou tel triangle que je vois, mais je ne peux pas, par la sensation, avoir connaissance de tout triangle, quel qu'il soit. Pour arriver à cette connaissance au niveau de l'universel, il va me falloir dépasser la sensation, et ceci par la raison. Pour faire comprendre cela, Aristote va donner deux exemples contre-intuitifs, plutôt deux sortes d'expériences, ce ne sont pas réellement des exemples, mais plutôt des expériences hypothétiques de pensée. Il s'exprime ainsi, mais il est évident encore que même s'il était possible de percevoir que le triangle a ses angles égaux à deux droits, nous en chercherions encore une démonstration, et que nous n'aurions pas une connaissance scientifique, car la sensation porte nécessairement sur l'individuel, tandis que la science consiste dans la connaissance universelle. Donc ici, Aristote dit que même dans l'hypothèse où nous saurions, par la vue, mesurer spontanément les angles et comparer spontanément les angles et savoir donc par la simple vue quelle est donc la grandeur des angles. Et donc même si simplement de façon immédiate, rien qu'en le voyant, nous pouvions savoir que un triangle, la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés, donc si nous avions cette sorte d'intuition immédiate de l'angle, eh bien, cela, pourtant, ne nous donnerait pas une connaissance de la proposition universelle qui veut que la somme des angles de tous les triangles est égale à deux droits, c'est-à-dire à 180 degrés. Une sensation, même très performante, reste néanmoins la sensation d'une réalité individuelle. Elle me permettrait, par exemple, de savoir immédiatement que la somme des angles de ce triangle-ci serait est égale à 180 degrés, mais elle ne me permettrait pas d'avoir la connaissance à un niveau universel. Pour le savoir à un niveau universel,
il me faudra, que j'ai ou non cette sensation performante ou non, procéder à la démonstration que nous avons déjà détaillée. Et Aristote va, pour vraiment faire comprendre cela, donner un autre exemple contre-intuitif, partir d'une autre expérience de pensée. Aussi, si nous étions sur la Lune et que nous voyions la Terre s'interposer sur le trajet de la lumière solaire, nous ne saurions pas la cause de l'éclipse. Nous percevrions qu'en ce moment il y a éclipse, mais nullement le pourquoi, puisque la sensation, avons-nous dit, ne porte pas sur l'universel. Et donc, pour Aristote, l'éclipse, alors il s'agit ici de l'éclipse de lune, c'est-à-dire ce moment où donc nous sommes dans une nuit de pleine lune, mais la lune, donc la lune s'obscurcit peu à peu, ce qui donne ce phénomène de la lune rousse, hein, lorsque nous l'observons de la Terre. Et la raison de l'éclipse de lune est l'interposition exacte de la Terre entre la lune et le soleil. Et donc Aristote, c'est-à-dire les connaissances astronomiques de l'époque, savaient parfaitement que telle était la cause de l'éclipse de lune, hein, donc l'interposition de la Terre entre la Lune et le Soleil. Donc le pourquoi de l'éclipse de Lune, c'est bien l'interposition de la Terre entre la Lune et le Soleil. Bien. Lorsque j'observe une lune rousse, lorsque je vois progressivement la lune s'obscurcir, et ensuite lorsque cet obscurcissement progressivement se lève, même si je vois que se dessiner une ombre d'une forme sphérique, néanmoins, si je n'ai aucune connaissance astronomique, je ne sais pas pourquoi ce phénomène arrive, donc je ne connais pas le pourquoi. Ce qui n'est pas étonnant, hein, parce qu'il me faut des connaissances astronomiques pour pouvoir comprendre que la seule explication possible de cette éclipse, c'est bien le fait que la Terre se trouve sur l'axe de la Lune et du Soleil. Mais on pourrait croire que certains pourraient dire que si je ne sais pas que l'éclipse de lune est due à cela, que telle est sa cause, c'est simplement parce que je me trouve sur Terre. Mais si je me trouvais ailleurs, je pourrais observer le phénomène de façon plus exacte, plus performante, et alors je pourrais en connaître la cause. Mais c'est justement là qu'Aristote intervient et va plus loin, parce que ce qu'il est en train de dire, c'est que même si je me trouvais au moment de l'éclipse de lune, non pas sur la Terre, mais sur la Lune, et donc, même si je voyais véritablement la Terre progressivement s'interposer entre la Lune et le Soleil, et donc là, évidemment, c'est tout à fait admirable parce que Aristote ne savait absolument pas à quoi ça pouvait correspondre. Évidemment, il n'avait pas des images que nous avons maintenant de clairs de terre pris à partir de la Lune. Mais donc, pour lui, c'est une situation imaginaire. Mais ce qu'il veut dire, donc, c'est que même si nous étions dans cette situation, et donc même si, finalement, nous voyons vraiment la cause de l'obscurcissement de l'obscurcissement de la Lune, puisque si nous étions sur la Lune, eh bien, ce serait, évidemment, la Terre s'interposant entre la Lune et le Soleil, eh bien, nous aurions une éclipse de Soleil, de fait, mais une éclipse de Soleil provoquée par la Terre. Bon. Eh bien, même si nous étions capables de voir à ce moment précis quelle est la cause de l'éclipse, néanmoins, nous n'en aurions pas une connaissance. Pourquoi ? Parce que nous serions capables de dire uniquement que la cause de cette éclipse-ci est
l'interposition de la Terre entre la Lune et le Soleil. Mais nous n'avons aucun moyen de savoir que sans connaissance astronomique complexe et qui se situe au niveau d'une connaissance des mouvements des astres au niveau universel et non pas au niveau simplement singulier, eh bien, sans ces connaissances astronomiques universelles, nous serions incapables de dire que la cause de toute éclipse de lune est nécessairement l'interposition de la Terre entre la Lune et le Soleil. Et donc, le fait que la sensation par elle-même ne nous permette pas de connaître l'universel et donc d'avoir une connaissance scientifique n'est pas dû à la limitation de la sensation qui ne serait pas assez précise, qui ne se situerait pas au bon endroit, etc. Non, elle est due à la nature même de la sensation qui est toujours sensation d'une réalité individuelle, à un moment précis, dans un temps précis, alors que l'objet de la connaissance est un objet universel, donc indépendant du temps, indépendant du lieu d'observation. Une autre conséquence que nous pouvons également observer est le fait que dans un syllogisme scientifique, la cause va être donnée par le moyen terme. Nous pouvons prendre l'exemple du syllogisme suivant. Tout triangle a des angles dont la somme est égale à deux angles droits. Première prémisse. Deuxième prémisse, le triangle rectangle est un triangle. Et conclusion, donc le triangle rectangle a des angles dont la somme est égale à deux angles droits. Donc là, ici, on voit bien que on a un syllogisme en Barbara. Le moyen terme étant en première position dans la première prémisse, en deuxième dans la deuxième, toutes les prémices et la conclusion étant des propositions universelles. Et ce que nous pouvons observer, eh bien, c'est que ce qui permet d'arriver à la conclusion, c'est-à-dire le fait que le triangle rectangle a des angles dont la somme est égale à deux angles droits, c'est le terme moyen, qui est ici le triangle. C'est parce qu'il est un triangle, et pour cette raison, donc pour cette cause, que le triangle rectangle a des angles dont la somme est égale à deux angles droits. Et donc nous voyons que la cause est donnée par le moyen terme. Et donc connaître, c'est connaître la cause. Et lorsque cette connaissance s'exprime par un syllogisme scientifique, la cause va être donnée par le moyen terme. Ensuite, reste maintenant une dernière question. Nous avons vu comment des prémices, on pouvait, à partir du moyen terme, à partir de la connaissance des règles du syllogisme, arriver à la conclusion. Mais la question qui demeure maintenant est celle de savoir comment la vérité des prémices peut être connue. Parce que il faut que ces prémices soient vraies. Nous savons comment arriver à une connaissance nouvelle à partir de prémices vraies, mais ces prémices elles-mêmes, comment pouvons-nous en connaître la vérité, alors même que lorsqu'il s'agit des prémices premières, ce sont des prémices qui elles-mêmes
ne font pas l'objet d'une démonstration, donc qu'on ne peut pas faire remonter à des vérités plus hautes. Eh bien, nous avions vu, alors là, pour les prémices, des prémices, hein, les axiomes comme le principe de non-contradiction. Bon, comment, la question donc qui vraiment se pose, c'est comment fonder cette connaissance démonstrative, comment la vérité des prémices, en particulier la vérité des prémices premières, est-elle connue? En effet, donc, les prémices sont connues soit par démonstration, soit de façon immédiate. Et comme nous l'avions vu, lorsque il s'agit des prémices qui sont connues de façon immédiate, Aristote leur donne le nom de principes. Et il distingue deux types de principes. Les principes qui sont communs à toutes les sciences, qu'il appelle les axiomes, donc par exemple le principe de non-contradiction, le principe du tiers exclu, et les principes propres à chaque science, qu'il appelle donc soit hypothèses lorsqu'il s'agit de propositions et de les définitions lorsqu'il s'agit de propositions qui disent ce qu'est une chose. Par exemple, je dirais la définition du triangle pour le géomètre. Il faut donc distinguer les principes communs à toutes les sciences des principes propres à chaque science, et pour être plus précis, il faut également considérer que pour Aristote, les principes propres à chaque science sont nécessairement distincts. Et deux sciences différentes ne peuvent pas avoir des principes communs s'il s'agit de sciences réellement différentes et non pas de sciences qui sont des parties d'une science commune. Par exemple, les mathématiques, ce qui sont les sciences des quantités, auront leurs propres principes, et la physique, qui est la science de la substance en tant qu'elle est en mouvement, elle, par ailleurs, aura ses propres principes. Et ce qu'il est également intéressant de souligner, c'est que lorsque vous avez donc des principes propres à chaque science, cela signifie que chaque science a pour objet un genre déterminé de réalité. Par exemple, vous aurez la science, eh bien, les mathématiques qui ont pour objet le genre de la quantité, et la physique qui aura pour objet eh bien, le genre des êtres naturels et en particulier des substances en tant qu'elles sont en mouvement. Et donc le fait que chaque science ait son propre principe s'exprime, ses propres principes s'exprime chez Aristote par la thèse de l'incommunicabilité des genres. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dépassé la question des axiomes communs qui sont communs à toutes les sciences, qui rendent toute connaissance possible, on a des domaines pour Aristote qui sont nécessairement délimités. Chaque science s'occupe d'un genre particulier du réel et les principes de chacune de ces sciences vont être nécessairement distincts, c'est-à-dire que pour lui, les genres ne peuvent pas communiquer entre eux. Par exemple, eh bien, dans les genre de sciences que Aristote a distingué au livre Epsilon de la métaphysique, l'Epsilon 1 que nous avions vu dans, je crois, la toute première séance, la première ou la deuxième, eh bien, ici, vous avez les
la distinction des 3 grands domaines des sciences théorétiques. Donc, le domaine de la physique, qui s'occupe des substances susceptibles de mouvement, le domaine de la science première, qui s'occupe des substances immobiles, et le domaine des mathématiques, qui s'occupe des quantités. Donc, je reviens à notre question de la connaissance des prémices. Donc, les prémices sont connues donc, soit par démonstration, soit lorsqu'on arrive aux premières prémices, donc de façon immédiate. Mais comment peut-on connaître une vérité sans démonstration de façon immédiate? Aristote éclaircit cette question à la fin des seconds analytiques, donc au livre de paragraphe 19. Il s'y exprime de la façon suivante. Tous les animaux possèdent une puissance innée de discrimination que l'on appelle perception sensible. Donc, on commence par une description de l'ensemble des animaux. Donc, les animaux se définissent justement par le fait que leur âme est capable de sensation. C'est ce qui va distinguer l'animal de la plante. Et donc, la plante qui est capable de vivre, c'est-à-dire de se reproduire, de croître et de se nourrir, mais donc son âme n'est capable que de ces 3 fonctions, c'est pourquoi elle est ce qu'on appelle l'âme végétative. L'animal, lui, au contraire, va être capable de sensation et donc va posséder une âme sensitive. Et donc, pour comprendre pourquoi nous arrivons à connaître les prémices premières de façon immédiate, c'est-à-dire sans démonstration, il faut situer finalement notre capacité de connaître au sein de l'ensemble des êtres vivants. Et donc, puisqu'il s'agit de connaissances, il faut partir de la connaissance dont le niveau est le plus modeste, mais qui est néanmoins une forme de savoir, même s'il ne s'agit pas d'une connaissance scientifique, donc celle que nous donne la sensation. Donc tous les animaux sont capables de sensation. Et cette sensation est déjà une forme de savoir, même s'il ne s'agit pas d'une connaissance scientifique, qui donne une ouverture sur l'universel et donc sur la connaissance scientifique démonstrative dont il a déjà été question. Pourquoi? Parce que la sensation, c'est déjà une certaine puissance de discrimination. On peut discriminer des différences à un moment précis, en un temps précis, lorsque on sent quelque chose, les différences entre les tailles, les couleurs, les odeurs, même les poids, etc. Donc, tous les animaux ont une perception, cette puissance de discrimination qu'est la perception sensible. Mais donc Aristote continue, mais bien que la perception sensible soit innée dans tous les animaux, chez certains il se produit une persistance de l'impression sensible qui ne se produit pas chez les autres. En effet, on peut distinguer les animaux qui possèdent la faculté de se souvenir, donc une forme de mémoire, de ceux qui ne la possèdent pas. Ceux qui ne possèdent pas de mémoire ne vont pas être capables d'avoir une forme de saisie de ce qui n'est plus présent, et alors que ceux qui ne possèdent pas de mémoire en sont réduits à ne saisir que la sensation présente qu'ils ne peuvent pas retenir, qu'ils ne peuvent pas à nouveau évoquer dans d'autres circonstances semblables. Et Aristote continue, et quand une telle persistance
donc une telle trace de la mémoire, une telle trace mnésique. Donc, et quand une telle persistance s'est répétée un grand nombre de fois, une autre distinction dès lors se présente entre ceux qui, à partir de la persistance de telles impressions, se forment une notion et ceux en lesquels cette notion ne se forme pas. Et donc, la notion, c'est la notion générale qui va me permettre de connaître une réalité à un niveau général dégagé de tout contexte particulier. Or, cette formation d'une notion à partir de la répétition de l'expérience, d'une notion générale que je vais pouvoir adopter dans toutes circonstances, même dans des circonstances que je n'ai pas vécues auparavant et donc qui ne correspondent à aucun souvenir. Donc pour Aristote, cette notion générale n'existe que dans le cadre de l'humanité. D'ailleurs, c'est pour cela que c'est elle qui est à l'origine de la raison et du fait que l'homme ne possède pas seulement une âme végétative, une âme sensitive, mais aussi une âme rationnelle. Donc, en quoi consiste eh bien la notion, la différence de la notion et du souvenir? Eh bien, c'est que le souvenir, c'est toujours le souvenir d'une expérience passée singulière, d'une expérience passée particulière, alors que la notion est une idée générale dégagée de toute circonstance, donc qui va être considérée comme valable en tout lieu et en tout temps, et donc transposable à des contextes tout à fait différents que ceux dans lesquels nous avons pu déjà rencontrer des individus qui correspondent à cette notion. Par exemple, si j'ai la notion de triangle, je vais pouvoir découvrir ou comprendre des propriétés appartenant à tous les triangles quels qu'ils soient, même s'il s'agit de types de triangles dont je n'ai auparavant eu aucune expérience et donc dont je ne peux avoir aucun souvenir. Et donc, c'est ce qui est nouveau avec l'apparition de la notion, et donc c'est ce qui va permettre de connaître l'universel et de le connaître donc par induction, c'est-à-dire par renouvellement d'expériences semblables qui sont emmagasinées dans la mémoire, mais qui, donc, à partir d'un certain stade chez les êtres humains, aboutissent à la formation de notions universelles. Nous voyons donc qu'Aristote est un empiriste, fondamentalement, puisqu'il fonde la connaissance des principes de la science sur l'expérience sensible, mais nous pouvons également constater que ce processus par lequel de la répétition d'expériences semblables se dégage autre chose qu'une accumulation de souvenirs précis, de souvenirs détaillés et singuliers, mais se dégage la connaissance d'un universel en tant que tel, ce processus reste assez mystérieux. Et même si Aristote y consacre un chapitre dans les secondes analytiques, l'explication reste assez, comment dire, assez succincte et ne laisse pas d'interroger les commentateurs. Ce qui aussi nous permet de nous interroger, c'est que en soi, l'induction, donc le fait de dégager l'universel à partir de la répétition du singulier ou du particulier, en soi, l'induction n'est pas une preuve. Ce n'est pas parce que nous avons répété un grand nombre de fois un même type d'expérience que
cette expérience est valable à un niveau universel. Nous pouvons toujours, et c'est par exemple bon, le raisonnement de Hume, hein, nous pouvons toujours supposer que il arrivera un moment où nous rencontrerons une exception par rapport aux expériences semblables que nous avons jusqu'à présent, et donc une réfutation de cette proposition universelle que nous avons dégagée de la répétition d'expériences semblables passées. Et donc, effectivement, nous pourrions contester ou objecter à Aristote que il n'a toujours pas expliqué comment, à partir de la répétition d'expériences semblables, nous pouvons réellement connaître que la notion universelle et la proposition universelle que nous en dégageons est vraie. Mais pour expliquer un petit peu cette doctrine d'Aristote et dans un certain sens pour le défendre, nous pouvons dire que tout cela est tout à fait cohérent avec son optimisme épistémologique. C'est-à-dire que fondamentalement, Aristote estime que c'est bien par nature que nous voulons connaître, que naturellement l'homme veut connaître, et ceci parce que naturellement il est apte à connaître. Et donc si naturellement, contrairement aux autres espèces animales, il forme en lui des notions universelles qu'il connaît comme vraies, dégagées de toutes les circonstances particulières dans lesquelles elles ont pu apparaître jusqu'à présent, eh bien, c'est que tout simplement, sa capacité à connaître est spontanément adaptée à ce qui se trouve dans le monde. Et donc, pourquoi ? Parce que l'ordre du monde implique l'existence de régularités universelles ou presque universelles, ces régularités universelles qui de fait sont données par les formes. Aristote est donc un empiriste, c'est-à-dire que pour lui, les principes de la connaissance nous viennent de l'expérience et en dernier lieu de la sensation, même si ensuite la connaissance, une fois acquis les premiers principes, se déroule à un niveau strictement rationnel et implique l'étude de relations universelles. Mais c'est un empiriste réaliste dans le sens où il estime que cet universel qui se dégage de l'expérience, c'est un universel qui n'est pas simplement le produit de la connaissance humaine ou de l'âme humaine, mais c'est un universel qui se trouve dans les choses, qui se trouve au cœur même du réel. Et donc, c'est bien par l'induction que nous pouvons connaître cet universel, puisque c'est elle qui nous permet d'y accéder. Et donc l'induction, c'est ce qui nous permet de connaître les prémices des sciences de façon immédiate. Évidemment, il ne s'agit pas d'une forme d'immédiateté chronologique, c'est une connaissance qui sera le fruit d'une acquisition à travers l'expérience.